Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour, mon nom est donc Rémi Pradal. Je travaille comme consultant Android chez Octo Technologies depuis maintenant à peu près 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je fais du développement sur Android. Et ça fait environ 1 an et demi que je m'intéresse de près à ce très intéressant langage et très utile qui est Kotlin. Donc je pense que pendant ces 2 jours, vous allez avoir l'occasion d'entendre parler pas mal de Kotlin. Il y avait notamment un workshop ce matin. Il y a encore une conférence demain. Donc vous allez pouvoir entendre parler de tous les bénéfices qu'il y a à développer en Kotlin sur vos applications Android. Donc pour ce talk, je vais essayer de faire les choses de façon un peu différente, c'est-à-dire de vous montrer quelles peuvent être les différentes limites qu'il peut y avoir si vous voulez utiliser Kotlin sur votre projet. Donc ça, c'est à peu près ma réaction, et je pense que c'est la réaction de beaucoup de monde lorsqu'on a entendu parler de Kotlin pour la première fois. Donc on a été assez impressionné par la concision de ce langage, la facilité avec laquelle on va pouvoir effectuer des développements de nouvelles applications. Donc on peut en effet développer de nouvelles applications très rapidement, de façon très simple. C'est donc extrêmement pratique et très intéressant pour nous. Donc voilà, j'ai commencé donc à développer des petites applications sur des projets personnels. Ensuite, j'ai fait des petits POC lors de journées de R&D. Et donc petit à petit, j'ai commencé à utiliser ce langage de façon de plus en plus professionnelle. Et ensuite, en tant que consultant, je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais pouvoir utiliser ce nouveau langage finalement dans mes missions de tous les jours, dans les applications sur lesquelles je travaille. Donc du coup, il y a un certain nombre d'interrogations qui me sont venues à l'esprit avant de pouvoir recommander ce langage-là à mes clients et à pouvoir effectivement l'utiliser dans des applications sur lesquelles on travaille tous les jours, qui sont généralement des applications avec un grand nombre d'utilisateurs et où donc il faut un langage qui soit assez mature. Donc notamment le premier point, la première interrogation que je me suis posée, c'était quelle était la maturité de ce langage. Parce qu'en effet, on voit régulièrement apparaître des nouveaux langages. Donc sur la plateforme Android, c'est assez peu courant, mais ça peut arriver. Il y a eu notamment un moment où on entendait pas mal parler de ce cas-là. Donc la première question, c'était la question de la maturité. Est-ce qu'on a un langage qui va être assez mature, qui va finalement avoir les épaules assez larges pour pouvoir faire un remplaçant crédible au langage Java? La deuxième interrogation, c'était est-ce que je vais pouvoir utiliser Kotlin sur un projet legacy? Effectivement, la plupart du temps, quand on travaille sur des projets avec un grand nombre d'utilisateurs, c'est assez rare de partir de zéro. En effet, la plupart du temps, il va falloir qu'on fasse avec une base importante de code. Et donc, une question qui était particulièrement importante, c'était est-ce qu'il allait être possible d'utiliser ce langage au sein d'une application qui a déjà une base de code assez importante? Et enfin, la troisième question que je me suis posée, qui est finalement assez liée à celle d'avant, donc au sujet de la reprise du code existant, c'est est-ce qu'il va être possible d'utiliser du Kotlin avec donc le langage qu'on utilise actuellement sur un projet legacy, donc ça va être typiquement du Java. Et si oui, quelles vont être les bonnes pratiques à adopter quand on va mélanger plusieurs langages, et quelles vont être éventuellement les choses qu'il va falloir éviter. Donc pour parler de la maturité, on va commencer par un premier point qui est assez important pour un langage, c'est la testabilité. Donc là, je vais vous la faire très rapidement. Est-ce que c'est possible de réaliser des tests facilement en Kotlin? La réponse, c'est oui. Mais je veux quand même attirer votre attention sur un petit point qui peut être intéressant et qui pose problème pour pas mal de personnes qui vont finalement utiliser Kotlin pour la première fois. Donc pour ça, je vais partir de cette citation, qui est tiré donc de Effective Java, donc il y a un livre qui cite un certain nombre de bonnes pratiques à adopter lorsqu'on développe en Java, et qui est donc la suivante. Design and document for inheritance or else prohibit it. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire, cette citation? Cette citation, elle veut dire que quand on va concevoir, quand on va designer nos objets, si ceux-ci ne sont pas conçus à la base pour pouvoir être héritables, dans ce cas, il ne faudrait pas qu'ils le soient. Ok, donc pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que, comme vous le savez peut-être, en Kotlin, on a une stratégie de final by default. En Java, lorsque vous créez un nouvel objet,
Et ben, si vous ne précisez pas qu'il est final, vous allez pouvoir créer une classe fille de cet objet. Ça va se passer de façon extrêmement simple. Et ben, en Kotlin, c'est finalement l'inverse qui est fait. Si vous ne précisez rien lorsque vous allez créer votre objet Kotlin, et ben, par défaut, cet objet va être final. Donc à moins que vous précisiez avec un mot-clé qui va être cette fois-ci open en Kotlin, et ben, il ne va pas être possible d'avoir une classe fille pour votre objet. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore finalement qu'est-ce que ça a à voir avec la testabilité. Mais il faut savoir que pour la plupart des frameworks de mock, et notamment Mockito, qui est un des frameworks les plus utilisés, si vous avez une classe qui n'est pas héritable, donc qui est final, ou qui n'a pas le mot-clé open en Kotlin, il va être impossible finalement de réaliser un mock pour cette classe-là. Donc ça peut poser problème quand on finalement on arrive sur Kotlin et qu'on a envie de voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc pour ça, je vais vous proposer 3 petites solutions qui vont nous permettre de résoudre ou de contourner ce problème. Donc la première, c'est la solution la plus simple. Ok, c'est facile, j'ai une classe, j'ai envie de la moquer, je suis en Kotlin. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets le mot-clé open, et dans ce cas, tout va pouvoir se passer très bien, puisque je vais pouvoir créer le mock de ma classe. Tout va bien. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème? Ça pose problème parce que vous allez modifier finalement le code de votre application, le code de production, avec un mot-clé pour finalement pouvoir réaliser des tests. Donc vous modifiez du code de production juste pour des tests, et ça, c'est pas une bonne pratique. Et c'est pas une bonne pratique, notamment parce que quand il va y avoir quelqu'un qui va arriver plus tard sur votre projet, il ne va pas forcément comprendre pourquoi cette classe est open. Il va pouvoir penser qu'elle est open, finalement que c'est quelque chose qui est voulu, c'est-à-dire qu'elle est faite pour pouvoir être héritée, alors qu'en fait, vous l'avez juste mis open parce que vous avez besoin de la tester. Donc, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, voilà, ça peut être une solution qui est assez simple pour contourner le problème, mais ça va poser des problèmes ensuite pour la maintenance de votre projet. Alors ensuite, une deuxième possibilité, donc qui est présente depuis la version 1.06 de Kotlin, c'est la possibilité de cette fois-ci aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rendre finalement toute une grande plage d'objets open d'un seul coup, sans avoir à préciser pour chacun des objets qui sont open. Donc comment ça se passe? C'est simple. Vous avez un plugin Gradle que vous allez importer dans votre projet, et vous allez spécifier le package name d'une annotation sur laquelle tous les objets qui vont être annotés avec cette annotation vont être open. Donc ça peut être particulièrement utile, notamment si vous utilisez des grosses librairies du type Jackson ou Realm, où vous avez finalement tous vos objets qui vont être annotés, et vous avez envie d'un seul coup d'avoir tous ces objets avec cette annotation qui vont être open, parce que vous avez envie de vouloir réaliser des tests. C'est notamment utile, voilà, c'est ce que je disais, pour des POCO, donc Plain Old Kotlin Object, en référence à Pojo, et quand vous utilisez donc ce type d'objet et que vous avez envie de les rendre tous open d'un seul coup. Alors on a 2 petits inconvénients. Donc le premier inconvénient, ça va être le même que le point numéro 1, c'est que vous allez avoir des caractéristiques pour vos objets qui vont être présentes dans du code de production, alors qu'en fait c'est juste à des fins de test. Et la deuxième possibilité, c'est que pour l'instant il n'est pas possible de faire ce open, d'ouvrir tous les objets en ciblant un package en particulier. Pour l'instant c'est juste possible en ciblant une annotation. Donc voilà la deuxième possibilité qui peut être utile dans certains cas. Et ensuite, maintenant, on va passer à la troisième, donc qui est à mon sens la plus pertinente et qui est probablement celle qui a été voulue par les concepteurs de Kotlin, qui est d'utiliser des interfaces. Alors utiliser des interfaces, finalement, ça va être assez simple. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 objets qui vont interagir. Et plutôt que de composer l'objet A avec l'implémentation de l'objet B, vous allez les découper par des interfaces systématiquement. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir 2 objets qui interagissent, vous allez systématiquement définir une interface pour les faire communiquer entre eux. Pourquoi ça va être intéressant? Parce qu'une interface, vous allez pouvoir évidemment créer un mock de façon très simple. C'est également très intéressant parce que ça va finalement coller avec le principe d'inversion de dépendance, donc le fameux D de Solid, qui stipule qu'il est toujours important, lorsqu'on a affaire à de la composition, d'inverser les dépendances, c'est-à-dire de définir une interface pour réaliser la communication entre nos 2 objets. Donc si on fait les choses de cette façon-là,
ça va finalement nous mener à définir un certain nombre d'interfaces. En fait, à chaque fois qu'on va avoir deux objets qui vont interagir, on va définir une interface. Et donc ça nous amène à un petit inconvénient qui est qu'on peut très rapidement se retrouver avec un grand nombre d'interfaces, ce qui peut être un petit peu pénible. Donc, néanmoins, j'ai envie de mitiger un petit peu ce point-là, parce que je pense que vous le savez peut-être. En Kotlin, il est possible de définir différents objets, donc par exemple une implémentation et une interface au sein d'un même fichier. Donc ça ne va pas être comme en Java, où si vous avez à définir une implémentation et une interface, vous devez créer deux fichiers. En Kotlin, vous allez pouvoir les mettre au même endroit. Donc finalement, ce dédoublement ne va pas être aussi problématique que ça en a l'air au premier regard. Donc finalement, ce que ça montre là, c'est que en fait, quand on va faire du Kotlin, une chose qui est importante, c'est qu'il va falloir finalement embrasser les caractéristiques du langage et ne pas simplement essayer de faire, de calquer notre façon de penser sur du Java. Il y a ces deux langages qui ont des spécificités un petit peu particulières, et donc c'est important de s'adapter et d'aller dans le sens des volontés des concepteurs du langage. Parce que généralement, il y a des bonnes raisons qui sont derrière, même si ça peut apparaître un petit peu casse-pied au premier abord. Alors le deuxième point qui est particulièrement important quand on réalise des projets de qualité professionnelle, et notamment qui vont se dérouler sur le long terme, ça va être les outils de mesure de la qualité du code. Donc pour ça, sur la plateforme Android, on est extrêmement bien pourvu, puisqu'on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de réaliser de la mesure de la qualité du code. Ça, c'est notamment parce que on va hériter de beaucoup d'outils issus de l'écosystème Java. Donc voilà, je pense que vous connaissez la plupart, si ce n'est tous, tous les outils qui sont cités ici. Et donc j'ai commencé notamment par le premier. Donc le premier, c'est Lint. Donc Lint, il faut savoir que si vous l'utilisez dans un projet qui est écrit donc uniquement en Kotlin, Lint va marcher. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des warnings et des erreurs qui sont relatives au code Kotlin. Donc en fait, vous allez vous retrouver uniquement avec les warnings et les erreurs qui sont relatives à votre XML ou aux propriétés finalement qui ne sont pas liées au code Kotlin. Donc là, on perd quand même un grand intérêt d'utiliser Lint sur les projets. Le deuxième, c'est CheckStyle. Donc CheckStyle, c'est un outil qui va se baser sur le code Java et non pas sur le bytecode. Donc ça va être quelque chose qui ne va pas pouvoir être utilisé sur un projet Kotlin. Donc CheckStyle, il faut oublier. Alors ensuite, PMD et FindBugs. Donc PMD et FindBugs, c'est des outils qui vont analyser le bytecode de votre projet. Donc Kotlin, si vous ne savez pas, c'est un langage qui est basé sur la JVM, donc qui finalement va produire du bytecode. Donc en fait, c'est extrêmement simple. Si vous avez un projet en Kotlin, FindBugs et PMD, il va être capable d'analyser votre bytecode exactement de la même façon qu'il le ferait avec un projet Java entre guillemets classique. Donc ces deux outils-là vont fonctionner très bien. Ensuite, Jacoco, c'est un outil qu'on aime beaucoup utiliser pour mesurer la couverture du code de notre projet. Et donc c'est un outil qui va, cette fois-ci, lui, fonctionner particulièrement bien, puisqu'il va tout simplement exécuter les tests, il va fournir un rapport de la même façon qu'il le ferait avec un projet Java classique. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'exactement les mêmes analyses avec Jacoco. Et ensuite, le dernier outil, c'est SonarQube, qui est particulièrement apprécié pour mesurer la qualité sur le long terme. Et le problème avec Sonar, c'est qu'il n'existe pas encore actuellement de plugin permettant de gérer le Kotlin. Donc vous allez finalement perdre une grande partie de l'intérêt d'utiliser Sonar en Kotlin, puisque vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations qui vont remonter, et vous n'allez pas pouvoir agréger tous les rapports concernant votre code Kotlin. Voilà, donc on voit là un des inconvénients principaux, je pense, de Kotlin quand on veut l'utiliser dans une application professionnelle avec de fortes contraintes au niveau de la qualité, c'est que ça va être assez compliqué pour l'instant d'utiliser les mêmes outils que l'on peut avoir en Java. Donc il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui évolue pas mal, et notamment il y a des forks de Lint qui peuvent être utilisés sur Kotlin, et voilà, c'est petit à petit, il y a un certain nombre de règles qui sont implémentées, donc on peut imaginer que dans le futur, ça s'améliore assez largement.
On va pouvoir passer au point suivant qui est l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, voilà, ce qu'il faut dire en premier lieu, et c'est, je pense, un des intérêts principaux du langage, c'est qu'il y a une interopérabilité qui est quasiment parfaite entre Java et Kotlin. On va pouvoir utiliser du code Kotlin au sein de nos classes Java et inversement. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même très intéressant. Et on va pouvoir utiliser du Kotlin dans un projet legacy qui est écrit en Java actuellement, tout simplement. Vous allez ajouter quelques lignes dans votre fichier Gradle, vous allez créer un nouveau fichier Kotlin, et tout de suite vous pouvez commencer. Et vous allez pouvoir ensuite utiliser ce fichier Kotlin au sein de vos classes Java existantes. Donc ça va marcher de façon assez simple. Néanmoins, lorsqu'on va mélanger plusieurs langages dans un même projet, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Donc le premier problème, c'est qu'on utilise, comme je l'ai par exemple mentionné dans la première partie sur la testabilité, c'est que si on a plusieurs langages, on va avoir différents paradigmes pour ces langages, différentes spécificités. Donc ça peut poser un problème pour une personne qui arrive sur le projet. S'il y a des classes en Java, des classes en Kotlin qui vont finalement vont avoir un design un petit peu différent de par les spécificités de ces langages, ça va être plus compliqué pour cette personne qui va arriver sur le projet de le comprendre. Donc le deuxième, c'est que ça va complexifier l'arrivée sur un nouveau projet de par la complexité d'avoir un nouveau langage. Donc en général, quand on arrive sur un gros projet avec une base legacy importante, il faut pas mal de temps pour pouvoir comprendre toutes les spécificités du projet et la façon dont il est conçu. Si en plus on rajoute un nouveau langage avec des classes Kotlin qui vont se mélanger avec du Java, ça va complexifier encore plus le travail à faire pour les nouvelles personnes qui vont arriver sur le projet. Donc ça peut être problématique. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il peut y avoir du rajout de boilerplate lorsqu'on va faire interagir du Java et du Kotlin, notamment parce qu'il y a certaines spécificités du langage en Kotlin qui ne vont pas pouvoir être calquées directement en Java. Donc il va parfois falloir avoir recourir à certains artifices pour pouvoir faire fonctionner ça de façon claire et simple. Donc ce que je propose pour finalement mitiger au maximum ces trois inconvénients, ça va être d'isoler au maximum le nouveau langage, donc qui va être ici Kotlin, de votre projet legacy. Donc ça peut se faire de plusieurs façons. Une première façon, ça va être d'isoler par feature. Typiquement, vous avez envie de tester Kotlin sur votre projet, vous avez une nouvelle feature à développer, vous allez faire toute cette feature en Kotlin. Vous allez créer un nouveau module et vous allez isoler, et finalement créer une cohérence de tout ce qui a été développé en Kotlin. Vous allez vous retrouver avec un bloc cohérent sans avoir à vous demander en permanence est-ce que je dois faire un nouveau fichier en Java ou je dois le faire en Kotlin. Ça va être finalement guidé par ce besoin-là et cette feature. La deuxième possibilité, c'est de le faire de façon horizontale cette fois-ci. Mettons que par exemple vous avez un projet en clean architecture, et si vous ne savez pas ce que c'est que la clean architecture, je vous invite à aller voir une conférence un peu plus tard dans la journée, qui traitera de ce point-là. En clean architecture, on aime bien découper au maximum les rôles de nos classes en fonction de ce qui va porter sur finalement l'application en elle-même, ce qui va être sur les règles métiers, ce qu'on appelle le core ou le domaine, et ce qui va être tout ce qui est récupération de données ou repository. On peut très bien imaginer de développer l'intégralité d'une couche, par exemple le core, dans un langage en Kotlin, parce qu'on a envie de bénéficier du caractère un peu plus fonctionnel de Kotlin pour voilà. À ce moment-là, vu qu'on a notre corps qui est uniquement en Kotlin, on a finalement une cohérence, cette fois-ci de façon horizontale et au niveau finalement du rôle de nos classes. Et donc le passage de l'un à l'autre va être finalement assez naturel, puisqu'on va savoir qu'on passe du domaine de repository au core. On a deux rôles différents, on a deux langages différents, ça ne pose pas de problème. Ensuite, un dernier point que je voudrais évoquer, c'est au niveau de la longévité du langage. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent lorsqu'on parle de Kotlin à nos clients, c'est est-ce que ça va être un langage qui va être pérenne. Donc vous le savez aussi probablement,
mais Kotlin, c'est un langage qui est développé et maintenu par JetBrains. Si on compare très souvent Kotlin à Swift, parce qu'ils ont de nombreuses similitudes, eh ben, il faut néanmoins se souvenir que Kotlin, ce n'est pas le langage officiel de Google. Et qui dit langage non officiel, eh ben, dit qu'on n'est pas garanti sur le long terme d'avoir l'ensemble des outils d'Android qui vont fonctionner de façon extrêmement simple avec Kotlin. On peut très bien imaginer par exemple que dans 3, 4, 5 ans, Google décide par exemple d'utiliser un autre langage un petit peu différent, ou alors de développer des outils qui fonctionneraient uniquement avec du code Java, et qui du coup laisseraient la communauté Kotlin un petit peu de côté. Et ça, c'est problématique, parce que quand on développe des applications qui sont destinées à vivre sur plusieurs années, mettons 5 ans ou 10 ans, eh ben, on a envie d'avoir un langage qui va être finalement soutenu par Google et par le framework. Donc voilà, je pense que c'est maintenant l'heure d'arriver aux conclusions et de vous donner quelques takeaways de cette présentation. Donc le premier conseil que je peux vous donner si vous voulez utiliser du Kotlin, eh ben, ça va être de finalement embrasser les spécificités du langage. C'est ce qu'on a vu dans la première partie avec la testabilité. Eh ben, c'est un des premiers risques, ça va être de vouloir utiliser uniquement certains sucres syntaxiques. Eh ben, en fait, non, quand on va utiliser du Kotlin, on ne peut pas le faire entre guillemets à moitié. Eh ben, il va falloir vraiment repenser la façon dont on design et on architecture notre application. Ensuite, souvenez-vous que les outils de mesure de qualité ne sont pour l'instant pas encore aussi avancés qu'en Java. Ça peut être un problème sur certains projets. Un troisième point qui est important, c'est d'essayer de garder une cohérence et de ne pas mixer de façon entre guillemets sauvage du code Java et du code Kotlin. Il faut qu'une nouvelle personne qui arrive sur le projet puisse savoir quand il va créer un nouveau fichier, si ça doit être du Java ou du Kotlin, finalement de façon assez naturelle. Et le dernier point, se souvenir que finalement, pour l'instant, et on espère que ça change, mais rien n'est fixé, Kotlin, c'est pas le langage officiel, qui est soutenu par Google sur la plateforme Android. Donc ça peut poser problème pour certains clients qui voudront finalement rester sur quelque chose de plus solide avec une meilleure pérennité. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Donc voilà, mes conseils, c'est utiliser Kotlin, c'est un langage qui est vraiment super intéressant et qui peut nous apporter beaucoup, tout en gardant en tête les différents points que j'ai évoqués. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Bonjour. Du coup, moi j'ai une question par rapport à Kotlin. C'est aujourd'hui, face à ton expérience, est-ce que tu recommandes de partir sur Kotlin sur un nouveau projet ou pas ? Alors pour un nouveau projet, moi je recommanderais de partir sur Kotlin, effectivement. Parce que déjà, il va y avoir un certain nombre des points négatifs que j'ai évoqués dans cette présentation qui sont comment est-ce qu'on va faire interagir Kotlin avec du code legacy. Donc déjà, finalement, ça va évacuer un certain nombre des problèmes qui ont été cités là. Après, tout va dépendre en fait du destin du destin de l'application sur laquelle tu pars. Si tu pars sur quelque chose qui a pour vocation à être encore présent et à utiliser la même base de code pendant 10 ans, à ce moment-là, ça va vraiment être à toi de juger le pour et le contre, mais ça peut être problématique. Après, si tu pars sur une application où tu sais que de toute façon, probablement dans 2-3 ans, tu vas avoir envie d'en refaire une nouvelle, à ce moment-là, c'est peut-être moins problématique. Et là, à ce moment-là, je recommanderais définitivement de partir en Kotlin. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, j'ai déjà utilisé Kotlin pour quelques projets. Par contre, je trouvais que la phase de compilation est tellement longue. Donc, est-ce que vous avez rencontré le même problème? Est-ce que vous avez une solution pour ça? Alors moi, personnellement, j'ai pas rencontré de problème au niveau des temps de compilation. Donc, il faut savoir que là, ce que j'ai cité, c'est uniquement les points potentiellement négatifs. Donc tous les autres, notamment au niveau de l'augmentation de la taille de l'APK ou des temps de compilation, personnellement, j'ai pas constaté de dégradation excessive sur les projets sur lesquels je l'ai utilisé. Donc j'avoue que personnellement, moi, j'ai pas rencontré ce problème-là. Après, ça peut dépendre effectivement des configurations de ton projet. Il faut le voir après au cas par cas. En fait, quelle version de Kotlin que vous avez utilisée? Vous utilisez pour votre projet? C'est 1.1 ou... Alors ça dépend des projets. J'ai pas migré en 1.1 sur tous mes projets.
mais j'ai utilisé j'utilise depuis la bêta de Kotlin. Et depuis à peu près la version 1.05, 1.06, je trouve qu'au niveau des performances de build, c'est tout à fait satisfaisant et il n'y a vraiment plus aucun problème à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir un peu sur la même thématique, pas par rapport au temps de compilation, mais par rapport aux compatibilités qu'il peut y avoir avec des librairies un peu structurantes comme RX, Dagger, tout ce qui est lié au data binding également, qui vont justement un peu fouiller dans le code. Est-ce que le fait d'avoir Kotlin dans l'application ne peut pas créer des problèmes de compatibilité ou des bugs liés à ça? Alors effectivement, c'était un point qui était assez important quand j'ai commencé Kotlin, c'était de voir si tout ce qui allait être finalement du code généré, donc comme on peut le voir avec Dagger, est-ce que ça allait fonctionner. Et je n'ai pas rencontré de soucis à ce niveau-là. Après, il faut savoir quand même qu'on a les annotations qui vont changer un petit peu quand on va utiliser Dagger notamment. Du coup, il y a certaines petites choses où il va falloir se replonger un petit peu dans la façon dont ça fonctionne, mais il n'y a pas, d'incompatibilité forte entre ces grosses librairies-là et Kotlin. Après, j'ai pas testé toutes les grosses librairies structurantes, j'ai pas fait de data binding par exemple, parce qu'il y a d'autres outils qui sont très utiles en Kotlin et qui finalement permettent de se passer de ça. Mais voilà, typiquement Dagger, j'ai rencontré aucun problème à l'utiliser en Kotlin. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais vu que Kotlin et l'obfuscation, c'était pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des progrès de ce côté-là? Est-ce qu'on peut obfusquer le code avec Kotlin? Ah oui, il n'y a plus de pas problème. de souci, ouais. D'accord. En fait, ça va pas poser de problème parce que de toute façon, ProGuard il va passer sur le code compilé, donc ça va fonctionner exactement de la même façon que n'importe quel code de JVM, quoi. Ça va être sur le bytecode. Très bien. Je vous remercie.